Bonjour tout le monde, je suis Carrie Thibodeau, directrice nationale des programmes et des politiques publiques à la Fondation Durand. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, Planification familiale, options, expériences vécues et stratégies d'auto-soin. Avant de commencer le webinaire aujourd'hui, il est important de reconnaître le territoire autochtone sur lequel nous nous trouvons. Inspiré par les 94 appels à l'action recommandés par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, la reconnaissance des territoires est une première étape nécessaire pour honorer les premiers habitants d'un lieu. Elles aident également les Canadiens à reconnaître et respecter les croyances de parenté inhérentes aux peuples autochtones en ce qui concerne la terre, d'autant que ces croyances ont été restreintes pendant si longtemps. C'est avec gratitude et respect que je me joins aujourd'hui à cette réunion depuis Newmarket, territoire traditionnel des Haudenosaunee, Wendat et Anishinaabe. Si vous connaissez le territoire d'où vous venez aujourd'hui, n'hésitez pas à nous en faire part dans le volet clavardage. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Sadia. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sadia Beg, je suis coordonnatrice des programmes à la Fondation Durand et je suis en Ontario. C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue. La Fondation canadienne Durand tient à remercier nos commanditaires pour les séries de webinaires 2024, Otsuka, GSK, Amgen et Ensure. Leur soutien continu nous permet de nous réunir pour avoir des conversations plus larges, plus audacieuses et plus courageuses. Les informations présentées dans le webinaire d'aujourd'hui sont à jour en date du 20 juin 2024. Les informations communiquées dans ce webinaire ne constituent pas un avis médical. Les informations que vous entendrez sont de nature générale et ne couvrent pas nécessairement toutes les circonstances. Bien que nous nous efforcions d'être exacts, nous vous recommandons de demander l'avis d'un professionnel de la santé pour votre situation personnelle. Et maintenant, j'aimerais vous présenter notre modératrice, Christina Howard. Christina est une journaliste d'investigation primée au niveau national et international qui travaille à City News Toronto. Plus récemment, elle a produit et animé des documentaires pour City TV. Diagnostiquée soudainement d'une maladie rénale en phase terminale en mars 2018, elle a rapidement dû apprendre à naviguer dans le monde de la néphrologie. Elle a commencé la dialyse péritonéale à domicile en septembre de la même année et a partagé ses expériences avec ses téléspectateurs. Elle a reçu une greffe de rein d'un donneur vivant en juin 2019 et a continué à partager ses expériences à travers le processus de greffe de rein. Euh, et les luttes avec l'image corporelle dans l'espoir de sensibiliser aux maladies rénales, de motiver davantage de personnes à s'inscrire en tant que donneurs d'organes et à encourager d'autres patients à se sentir plus à l'aise dans leur peau. Elle a, depuis les dernières années, travaillé avec la Fondation du Rein pour sensibiliser le public aux maladies rénales et aux dons d'organes. Maintenant, c'est un plaisir pour moi de vous présenter Christina. À toi. Merci, Sadia. Pour commencer la conversation, j'aimerais vous présenter la docteure Amanda Cunningham. Elle a suivi des études de médecine à UBC, une résidence en médecine interne à Calgary, avant de retourner à Vancouver pour suivre le programme de base en néphrologie. Elle a ensuite entrepris un stage clinique sur les maladies glomérulaires et les maladies rénales pendant la grossesse à l'Université de Toronto avant de terminer un programme de maîtrise en sciences de la santé et un stage de transplantation à l'Université de Colombie-Britannique. Elle pratique la néphrologie de transplantation à l'Hôpital général de Vancouver, s'intéresse à la santé des femmes, à l'éducation des patients et à l'amélioration des soins pour les patients suite à une greffe rénale. À vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je vais aujourd'hui vous parler quelque peu de mon approche pour les patients qui sont en planification familiale en fonction de la maladie rénale. Et ensuite, je pourrai répondre aux questions que vous pourriez avoir du point de vue scientifique, par exemple. Donc, j'ai travaillé en néphrologie générale. J'ai une formation en gynécologie, en greffe et ensuite j'ai fait un fellowship en obstétrique où j'ai travaillé avec des femmes et des gens qui voulaient fonder une famille.
et regardait avec ces femmes quelle pouvait être le meilleur temps pour elles pour le faire. J'ai travaillé à Toronto, maintenant je suis revenue à Vancouver où j'ai une clinique en ce sens. Donc, ici, voici diagramme d'une recherche qui a été faite où on parle des points de vue des patients. Ce que les gens peuvent avoir en tête lorsqu'ils considèrent une grossesse ou lorsqu'ils veulent avoir une famille, selon la personne qui est touchée par la maladie rénale. Donc, les gens qui veulent devenir parents veulent mieux contrôler ce qui se passe avec leur maladie rénale. Et il y a beaucoup de charges émotives. Il pourrait y avoir quelque chose qui fait la greffe. Ils ont peur de problèmes pour l'enfant lorsqu'ils viendront au monde. Et il y a une sécurité qui s'y ajoute. Alors, voici des questions que j'entends souvent des gens qui viennent me voir pour avoir des conseils ou des gens que je rencontre juste après leur greffe, lorsqu'ils sont à l'hôpital ou lorsqu'ils viennent à la clinique. Et mon rôle en tant que médecin effectuant des greffes est d'y répondre. Alors, ils se demandent quelles sont les conséquences de la maladie rénale sur la grossesse. Est-ce que le bébé sera en santé? Y aura-t-il des changements de médication? Veut voir quels sont les effets de la grossesse sur la maladie rénale. Est-ce qu'il y aura dégradation des reins? Y aura-t-il des problèmes supplémentaires? La tension artérielle augmentera-t-elle? Qu'est-ce qui se passera avec la greffe? Est-ce que ça nuira à ma greffe? Et quel est le meilleur moment pour tomber enceinte? Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer, si on peut améliorer les choses et réduire les risques. Donc, on va prendre ces points un après l'autre. Comment la maladie rénale affectera-t-elle la grossesse? Et pour répondre à tout cela, Euh, bon, l'infertilité, les fausses couches ne sont pas nécessairement plus fréquentes, mais les données sont limitées. Et c'est la raison pour laquelle notre groupe et d'autres groupes, tant au Canada qu'à l'international, essaient de faire, c'est de recueillir davantage de données et d'essayer d'avoir une meilleure base de données permettant de faire une meilleure recherche pour les gens atteints de maladies rénales dans ce genre de situation. Il y a également, et on en parlera un peu, le moment de l'accouchement. L'accouchement à terme est possible à tous les stades de l'IRC, mais pourrait être moins fréquent avec la progression de la maladie rénale. C'est souvent ce qu'on trouve. Et il y a un risque maternel accru d'hypertension artérielle et de prééclampsie qui se produit lorsque le placenta se développe d'une façon qui n'est pas optimale, surtout vers la fin de la grossesse. Il peut avoir des problèmes de protéinurie et autres problèmes du genre, mais il existe des moyens de réduire le risque. On va prescrire probablement de l'aspirine pour réduire les problèmes de prééclampsie qui peuvent être un problème important qu'on essaie d'éviter. Et il n'y a pas d'incidence plus élevée de malformations congénitales dues à l'IRC. Mais ça aussi, il faut se le rappeler, c'est important. Euh, Chose importante au niveau de la naissance de l'enfant, c'est qu'il y a une plus grande probabilité d'avoir un enfant prématuré, donc une naissance précoce. Les bébés pourront être plus petits pour l'âge gestationnel. Et il est possible que le bébé nécessite une aide particulière ou des soins en unité de soins intensifs néonatales. Ce risque peut cependant être atténué si la grossesse est bien programmée, si vous êtes suivi de près tout au long de votre grossesse par la bonne équipe. Généralement, on retrouvera un obstétricien habitué dans les risques élevés, des médecins en médecine
médical, un néphrologue qui aura une expérience avec les grossesses. Donc, ça peut être un néphrologue obstétricien, quelqu'un qui a une formation comme la mienne, ou quelqu'un à votre centre local qui aura tendance à s'occuper de ses patients et qui sera plus à l'aise pour gérer ses problèmes. Bon, certains médicaments utilisés ne sont pas sûrs. Par exemple, certains médicaments pour la tension artérielle, comme le ramipril, le candesartan, les médicaments contre le cholestérol, les statines, les antibiotiques, comme les Septra et certains types de médicaments contre le diabète, comme le Farxiga, et également les patients qui ont eu des greffes ou, peuvent prendre du mofetil mycophénolate, MMF, et on passera à l'azathioprine au moins 6 semaines avant la conception. Alors, ici, nous avons un petit tableau qui nous montre un peu ce que je vous disais, les médicaments qui sont sûrs et ceux qui ne sont pas autant. Alors, on a souvent des questions sur l'innocuité lors de l'allaitement. Il y a des gens qui ont l'impression, se sont fait dire par les soignants qu'ils pourraient avoir des problèmes et que peut-être ce n'était pas possible pour eux. Mais grâce aux bons médicaments, nous encourageons nos patientes à le faire et nous allons modifier leurs médicaments afin de leur permettre de le faire. Maintenant, si on passe à la deuxième question, comment la grossesse affectera-t-elle ma maladie rénale? Alors ici, bon, il y a beaucoup d'informations sur ce graphique qui vient d'un protocole scientifique qui s'est penché sur ce qui se passe à la trajectoire des gens atteints de maladie rénale lorsqu'ils deviennent enceintes. Alors, vous voyez en haut ici ces graphiques 3A, 3B et 4 à 5. Alors, ce sont les stades de maladie rénale. Donc, la petite ligne à gauche dans le graphique, c'est lorsqu'il y a une maladie rénale précoce et à droite, lorsque c'est plus grave avec des GFR qui approchent le 15 à 30. Donc, ce qu'on peut voir, c'est l'écart entre les deux lignes rouges verticales qui définit le moment de la grossesse. Vous pouvez donc voir la ligne bleue avec des petits points va augmenter après les deux lignes rouges. Alors, on voit que la fonction rénale, le GFR, chute plus rapidement que ça le ferait normalement si les femmes n'étaient pas enceintes. Et ça se produit généralement chez les gens avec une maladie rénale plus avancée. Ce que cela veut dire, il est possible que les gens doivent commencer la dialyse ou aient besoin d'une greffe un peu plus tôt s'ils choisissent de tomber enceinte. Et on parle de quelque chose comme 1 an et demi à 5 ans, plus rapide si la grossesse a lieu plus tard lors de stades plus avancés. Alors ici, nous parlons de patients greffés. Alors, nous voyons la ligne noire d'un côté à l'autre du graphique, les gens sans grossesse et en rouge, nous voyons après la grossesse. Alors, la ligne rouge nous démontre qu'il pourrait y avoir une chute de la fonction rénale quelques mois, quelques années après la grossesse. Alors, bon, nous voyons qu'il n'y a pas de différence dans la survie des greffes à 10 ans. Ça revient à la même chose que les femmes qui ne sont pas tombées enceintes. Ça n'affecte pas la durée de vie ou la survie des greffes. Euh, quand devrais-je commencer à essayer de tomber enceinte? Prochaine question. Donc, c'est quelque chose que nous utilisons un peu comme un modèle dans notre clinique. Suite à des recherches récentes, nous essayons de commencer la conversation avec les patientes quand c'est pertinent, quand elles nous disent qu'elles veulent fonder une famille, nous discutons des plans, nous les référons peut-être à un spécialiste en obstétrique
Et nous parlons des risques, nous commençons à évaluer ce qui peut être fait au niveau de la médication et quel est le meilleur moment. Et ensuite, nous nous assurons qu'il n'y ait pas de contrôle à faire au niveau diabète, que l'hypertension soit bien contrôlée et autre chose dont nous essayons de parler, c'est le besoin peut-être de référer les gens à une clinique de fertilité. Donc, pour résumer tout ça, les options, alors quand nous voyons des gens qui sont intéressés à tomber enceinte, nous parlons du meilleur moment. Alors, quelles sont les préférences individuelles? Quelle est la taille de la famille que vous voulez? Est-ce que vous avez déjà des enfants? Quel est votre état de santé actuel? Qu'est-ce qui se passe avec votre maladie rénale et quel est votre âge? Cela aussi, ça devient important, surtout pour les femmes. Nous parlons également du risque pour la mère ou pour les parents au niveau de leur fonction rénale, de leur santé, l'hypertension, la prééclampsie. Nous parlons également des risques pour le fœtus ou risques potentiels pour le bébé et ce qu'on fera au niveau de la gestion des médicaments et autres. Comment modifier votre risque? Eh bien, si vous allez tomber enceinte avec une hypertension artérielle, des protéines dans les urines, une fluctuation de votre fonction rénale, tout cela influence vos chances d'avoir des problèmes, problèmes avec la santé de la mère, la santé du bébé. Donc, nous recommandons de parler à votre médecin et de voir comment vous pouvez optimiser vos paramètres avant la grossesse. Et si nous avons un tableau parlant de ce que nous faisons avec les patientes enceintes dans la clinique, nous pouvons euh, faire différentes recommandations. Alors, les données ne sont pas importantes, mais on peut leur dire d'attendre pendant un certain temps. Par exemple, s'ils ont une poussée de lupus, nous pouvons leur dire c'est une lumière jaune, faites attention, il faudra contrôler l'hypertension artérielle par des médicaments ou la protéinurie, ou on pourra leur dire allez-y, c'est bon. Et même chose avec les patients transplantés, une des choses à connaître, c'est qu'on leur demande d'attendre au moins un an après la greffe. Avant de leur donner le OK pour une grossesse de façon optimale, ce serait d'attendre 3 ans, mais souvent ce n'est pas possible. Alors, nous allons regarder également quel est l'âge de la patiente. Et pour vous parler de ce qui arrive, la grossesse sous dialyse, c'est peut-être un peu plus difficile de tomber enceinte. Donc, parfois, on va augmenter les cycles de dialyse. Et une fois enceinte, vous aurez probablement besoin d'un modèle d'hémodialyse plus intensif jusqu'à 36 heures par semaine, qui peut être relativement facile pour ceux qui font une dialyse à la maison, mais ceux qui se rendent en centre trouveront peut-être que c'est plus difficile, 6 jours par semaine, 6 heures par jour. Et la grossesse après la greffe, eh bien, nous en avons parlé, idéalement attendre un an au moins après la greffe, voir ce qu'on retrouve la fertilité, des cycles menstruels réguliers. Il faudra peut-être parler à votre médecin des réponses aux anticorps, et, ce qui pourrait, à la limite, vous sensibiliser à une future greffe et rendre la compatibilité plus difficile. Donc, il faut discuter des objectifs de planification familiale avec votre médecin. Il faut qu'il vous aide à trouver quel est le meilleur moment. Il faut que les bonnes personnes travaillent avec vous, obstétriciens pour grossesse à risque, néphrologue, c'est essentiel. Il y a plusieurs façons de fonder une famille. Et peut-être aurez-vous droit à la façon conventionnelle, peut-être aurez-vous besoin de plus de soins médicaux et de traitements spécialisés. Le néphrologue peut vous aider au niveau des médicaments.
Il est possible que vous ayez accès à un centre de consultation spécialisé pour les femmes enceintes atteintes de maladies rénales. D'autres spécialistes, par exemple, si vous avez d'autres problèmes, par exemple un cardiologue, un pneumologue, un rhumatologue, pourront être impliqués et vous aurez peut-être besoin de spécialistes de la fertilité si vous avez des cycles menstruels irréguliers ou des problèmes à concevoir. Et finalement, je veux vous parler de l'importance de prendre bien soin de vous pendant cette période qui peut être assez difficile pour les gens qui sont dans ce processus, mais également leurs partenaires, leurs familles. Donc, il faut trouver un système d'appui, de soutien. Il faut bien manger, faire de l'exercice, peut-être obtenir de l'aide professionnelle, de consultants, de conseillers, et essayer de vous éduquer, de poser des questions afin de vous sentir plus à l'aise et de vous sentir bien en contrôle de la situation. Et donc, il y a différents parcours pour différentes personnes. Et il faut essayer de vous assurer que vous prenez vos suppléments, vos médicaments, tels que conseillés par le médecin, que vous mangiez bien, dormiez bien, fassiez de l'exercice. Et ce sera un processus qui pourrait être un peu difficile. Et je veux simplement vous rappeler à la fin qu'il y a différents types de familles. Elles ne sont pas toutes pareilles. Il y en a de toutes tailles, de toutes formes. Et peut y avoir des animaux familiers, il peut y avoir des grands-parents, mais nous sommes toujours là pour vous aider à en discuter. Et bon, les questions, je crois qu'on va les réserver à la question QR à la fin. Merci. Merci beaucoup, Dr. Cunningham. C'était une présentation magnifique. Moi, je rencontre que la grossesse, la fondation d'une famille, c'est possible pour tout le monde et il faut vraiment que vous parliez à tous vos médecins, votre équipe médicale et beaucoup de belles choses peuvent se produire. Je pense que notre prochain invité pourra vous en parler. Je vais vous présenter Manuel Escoto. Après avoir passé Elle a reçu une greffe de sa mère après 2 ans en dialyse. Et en février 2022, lui et sa femme ont accueilli leur premier enfant et plus tôt cette année, ils ont accueilli leur deuxième. En tant que receveur d'une greffe de rein, il a développé une passion pour l'éducation à la santé en matière de dons de reins et d'organes et pour aider d'autres patients à devenir des partenaires dans leurs soins. À toi, Manuel. Merci beaucoup, Christina, pour cette présentation. Merci, Dr. Cunningham, pour une excellente présentation. Et je veux remercier la Fondation canadienne du rein pour avoir organisé ce webinaire et de me permettre de parler de la fondation d'une famille et des outils dont nous avons généralement besoin. Mais avant de commencer, je veux vous dire que je reconnais que je suis sur un territoire du traité 6, territoire traditionnel des Métis. Donc, avant de commencer, je veux vous parler de mon parcours avec la maladie rénale et la greffe. Et je pourrais répondre aux questions. Donc, j'ai 27 ans, 29 ans, pardon, j'aurai 30 ans bientôt. Et j'ai eu un parcours assez long en maladie rénale. Je ne vais pas entrer trop dans les détails techniques. J'ai eu un problème de blocage de la vessie. Et dans mon cas, c'est quelque chose qui s'est produit lorsque ma mère était enceinte de moi. Et je sais que la technologie a beaucoup évolué, la recherche a beaucoup évolué, mais au moment de ma naissance, mes parents étaient au El Salvador. Ils sont arrivés au Canada en 84. Ils ont passé avant 4 ans au Mexique, mais ils sont nés au El Salvador et ils ont dû quitter.
parce qu'il y avait de la guerre à ce moment-là. Et la raison pour laquelle j'en parle, quand je partage mon histoire, ça vous explique pourquoi certaines failles se sont produites, pourquoi il y a eu des failles au niveau du dépistage. Mais mes parents, quand ils sont arrivés au Canada, ne parlaient pas très bien anglais. Et euh, j'ai demandé à mes parents plusieurs années plus tard pourquoi tout ça s'est produit. Ils disent, on ne sait pas. Bon, enfin, c'est pour ça que je voulais vous en parler rapidement parce que je ne connais pas tout ce qui s'est passé au niveau musical quand j'étais jeune, mais quand je suis née, en fait, on m'a diagnostiqué quelques semaines après ma naissance. Je suis entrée très tôt, donc comme je l'ai dit, dans le système médical, on fait des blagues avec mon père. J'ai été élevée à l'hôpital. C'était ma deuxième maison. Je passais tellement de temps à l'hôpital et on essayait de régler le problème de cette valve rétro-rétrale. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais j'ai, lors de mon enfance, pris beaucoup de médicaments. On essayait de régler le problème. Et à l'âge de 12 ans, on pensait avoir réglé ça. Alors, ça allait bien, tout était beau, entre guillemets. Et, et bon, n'avais plus à subir des procédures, à prendre des tonnes de médicaments. Et j'ai 38 ans, ça fait 34 ans que je prends des médicaments à cause de cette période à 12 ans. J'allais à l'école, la vie était belle, tout paraissait bien. J'ai commencé l'université à 19 ans et mon premier semestre, je me sentais pas très bien, Un un symptôme, symptôme, des problèmes une de vision vision, et floue, je suis allée etc. et Et à à l'hôpital, ils me l'hôpital, disent, ils ont fait une batterie le de docteur m'a tests, puis dit, ça ressort, alors, tu as une les, insuffisance vos rénale, reins ne il faut que fonctionnent tu commences plus, la donc il dialyse faut commencer la dialyse maintenant tout de suite, et et tu éventuellement, auras vous aurez besoin besoin d'une bientôt d'une transplantation. greffe. Ces mots-là Et je étaient tous n'aimais pas inconnus. entendre ces Donc, choses-là. Tu as 19 reportez-vous, ans, tu es à vous êtes l'hôpital, jeune, ta vous mère êtes à est à côté de l'hôpital, et toi puis on et vous on parle de parle de transplantation greffe, insuffisance d'un euh, organe. problème Et je me disais, d'organes de qui ne quoi vous fonctionnent plus. parlez? Et puis on vous dit, ben, de quoi vous parlez? Et donc, oui, j'étais tout à fait. Donc, euh, j'ai appris le processus. J'ai commencé la dialyse à l'intérieur de 24 heures et jusqu'au point où, bon, il a fallu que j'aille à l'hôpital cette journée-là. Si j'étais pas allée à l'hôpital cette journée-là ou très peu après ça, je serais probablement décédée. Donc, j'ai passé tout ce temps sur dialyse et finalement, j'ai reçu un don d'organes de ma mère. Ma mère m'a dit tout de suite, si je peux donner, je vais te donner. Et à travers tout ça, comme j'ai vécu tous ces problèmes de vessie, d'urètre et probablement trop d'informations, mais j'avais besoin de uriner comme un individu normal urinerait à cet âge-là. Donc, après ça, donc, j'ai vieilli. Maintenant, je suis mariée. Et même avant de me marier, l'idée d'avoir des enfants, je ne savais pas si j'allais pouvoir ou pas. En fait, ça m'inquiétait. Donc, et finalement, donc, je vais pas me prolonger trop long là-dessus, mais bon, finalement, j'ai eu trois occasions où j'ai pu avoir, et j'ai deux petits-enfants. Je suis heureux de euh, vous annoncer que j'en ai un de 3 ans, puis un de 2 mois, très bientôt. Et donc, c'est pas toujours facile, mais tant qu'il y a des ressources et que les gens à qui vous pouvez connecter, on peut donc je serai toujours heureux de partager mes expériences et de vous dire comment ça s'est passé. Merci beaucoup, Manuel. Et je veux vraiment entendre parler de vos enfants. Et vous ne m'avez pas dit leur nom. Vous pouvez les partager? Oui, bien sûr. Donc, celui de 2 ans, c'est Camilo. Et celui qui aura 4 mois, c'est Cynthia. Très joli nom, j'adore. Et on va en entendre beaucoup plus lors de notre discussion par le fait. Notre deuxième personne est Susanna. J'espère que je le dis bien d'April. C'est bien comme ça qu'on prononce. Vous l'avez très bien dit.
Donc, après avoir passé 4 ans et demi sous dialyse, Susanna a reçu un rein en 2009 d'un donneur qu'elle appelle son donneur providentiel. En janvier dernier, elle a fêté le 15e anniversaire de sa transplantation. Ah, c'est là où on fait une pause, Susanna. Elle est une passionnée du don d'organes et une avocate dévouée pour les personnes qui attendent le don de la vie. Après sa transplantation, Susanna a commencé à faire du bénévolat pour la Fondation du Rhin afin de rendre l'appareil. Elle est aujourd'hui responsable du développement des fonds des relations communautaires à Saskatoon, Saskatchewan. Susanna travaille pour la Fondation du Rhin depuis 9 ans et continue de contribuer à la cause qui lui tient tant à cœur. On vous écoute, Susanna. Merci, Christina. J'apprécie ma présence aujourd'hui. Je pense que si je peux éduquer ou donner un peu d'aide à quiconque, leur donner des directions, je n'ai pas la fin de l'histoire que moi je voulais, mais si je peux aider quelqu'un d'autre, ça serait merveilleux. Donc, d'habitude, si je parle de mon rang, je dis, je suis Susanna, j'ai bénéficié d'une transplantation de rein, mais également, je suis Susanna et je suis sans enfant et pas par choix. Donc, c'est un terme que j'ai appris en traversant tout ça. Il y a une expression qui s'appelle donc pas d'enfant par choix ou pas par choix. Et donc, on me demandait est-ce que vous avez des enfants? J'ai dit non, mais les gens sont curieux, ils veulent savoir. Est-ce que c'est par choix ou par non? Et donc, j'ai appris cette terminologie-là en évoluant dans ma vie. Et donc, avec mon cheminement rénal, j'ai été diagnostiquée en 12e année avec un désordre de maladie immunitaire qui peut atteindre vos organes. Au début, c'était juste mes joints et avec quelques années, ça a commencé à attaquer mes reins. J'étais surveillée et un jour, je suis devenue très malade et je suis originellement de Edmonton comme Emmanuel, mais je vis ici maintenant à Saskatoon, mais on m'a envoyé à l'urgence. Et j'ai commencé donc la dialyse à l'urgence. Je suis restée à l'hôpital pendant 30 jours. J'ai recouvré ma fonction rénale. Je pensais que j'étais guérie et 4 mois plus tard, je suis retombée malade et j'ai commencé la dialyse. À 21 ans, je croyais que j'étais invincible. Je me suis dit, OK, encore un mois au maximum sur la dialyse. Et ça m'a duré en fait 4 ans et demi sur la dialyse. J'ai une toute petite famille. Dans les jours où j'ai eu ma transplantation en 2009, donc pendant ces 4 ans sur la dialyse, je n'avais pas de voix. Je suis simplement passée à travers la dialyse, être malade à tous les jours. Et maintenant, j'ai appris à à me défendre. Et donc, j'ai reçu le don de la vie le 31 janvier 2009. Et pendant tout ce temps, me centrer sur ma maladie pendant que vos amis, votre famille voyagent, vont à l'université, ils se créent des mémoires dans leur vingtaine. Moi, j'étais à l'hôpital. Et à cette époque-là, je pensais pas que tout le monde avait des dates et puis se mariait. Et moi, j'étais la fille malade. Et depuis que j'étais une petite fille, je voulais me marier, puis je voulais avoir des enfants. Ma mère était monoparentale, puis elle m'a eu moi. Et j'ai dit, moi, je veux avoir ça, je veux avoir mon enfant à moi. Et j'ai toujours pensé que ça serait le cas. Et puis, elle a eu la transplantation. Et lorsque j'ai eu 29 ans, j'ai rencontré mon futur mari. Et je me suis dit, OK, donc après la transplantation, les choses vont prendre une tournure positive. Je vais éventuellement me marier. Et en 2014, avant qu'on se marie, mon médecin m'a demandé, j'avais déménagé à Saskatoon, et mon nouveau néphrologue m'a demandé, est-ce que tu vas tomber enceinte? Et c'était la première fois que quelqu'un me posait cette question-là. Je n'ai jamais pensé que ça serait une option. Personne ne m'en avait jamais parlé. Et donc, je me suis mariée. Donc, j'ai dit, on va faire les choses en ordre. Je vais me marier. Je veux avoir un enfant. Et j'ai juste dit, ben, on n'est pas rendu là. Je viens de déménager à Saskatoon. On est encore juste à se
fréquenté, puis il a mentionné ça, puis il a dit, t'es dans les années principales de la transplantation. J'avais jamais entendu parler de ça, et ça, je savais même pas ce que ça voulait dire. Et puis, donc, c'était clair qu'encore là, l'insuffisance rénale, il y a des options de traitement, puis la transplantation, c'en est une, et ça n'est pas une guérison, c'est un traitement. C'est le meilleur des deux choses, mais c'est quand même un cheminement, un parcours difficile. Et donc, ça a eu lieu là. Et donc, on s'est mariés en 2016. Et cet été-là, on a décidé, essayons. J'allais changer de médicaments. Et puis, j'ai reçu un appel, j'ai fait des tests sanguins, puis j'ai eu un appel qui me disait que j'avais un virus. Je ne sais pas si il y a le virus BK, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, et j'ai dû changer mes médicaments qui étaient sécuritaires pour la grossesse. Et ce virus-là ne me quittait pas. Donc, on a décidé, Nancy et moi, de voir à l'adoption, soit de façon locale ou internationale. Et il y avait beaucoup de euh, problèmes, de blocs, et plus qu'on pensait. Donc, on pensait que c'était facile, mais non, ça ne l'est pas. Et je me suis dit, bon, quand je suis d'Edmonton, on peut adopter d'autres provinces. Non, c'est pas possible, à moins que ce soit une adoption privée. Il faut adopter au sein de sa province. Et puis, on a pris ce parcours-là, puis on s'est dit, bon, peut-être qu'on pourrait demander euh, adopter ou on peut ça on, on va un nourrice pour adopter ou pas. Et on voulait avoir un bébé, le bébé à jusque 2 ans. Mais le temps de l'adoption, ça prenait 8 ans, c'est sur 8 ans. Et donc ça me décontenançait. Il y a tellement d'enfants qui ont besoin de famille et d'adoption. Donc, on a parlé à des gens qui font des adoptions internationales et ils dépensent des milliers de dollars à adopter des États-Unis. Et j'avais l'impression que c'était un problème après un autre. Et puis, ça nous a découragés. À chaque fois qu'on se crée un espoir, on parle à quelqu'un de nouveau. On est arrivé à la maison, puis on s'est dit, mais écoutez, attendez, on est toujours sur pause à chaque fois qu'on vient de parler à quelqu'un. Quand est-ce que ça va être notre tour? Et on a décidé à ce moment-là, donc, de rencontrer euh, euh, des parents euh, euh, à Saskatoon, puis on pensait que c'était les choses les plus faciles à faire, des parents de substitution, donc, ou des mères porteuses. Mais, donc, c'était la version facile pour nous et la façon la plus facile. Donc, et encore là, ça a été difficile à faire arriver. On a commencé notre parcours en 2018. Notre mère porteuse s'est allée jusqu'à 2022. Donc, tout d'abord, il a fallu faire tout notre IVF. Il y a eu un embryon seulement qui est ressorti. Donc, on avait eu une seule chance avec l'insémination. Et puis, ça, c'est difficile. Et puis, on a reçu ça. Puis, le prochain chapitre, c'était de trouver la mère porteuse. Et j'ai dit, comment on fait ça? Et c'était à l'époque où les gens étaient plus vocaux sur les médias sociaux et les gens étaient là à raconter leur histoire sur leurs besoins. Puis, les gens venaient aider. Et mon mari et moi, on est très privés là-dessus, mais on a commencé à aller sur les médias sociaux. On a dû commencer en disant que c'est pas une annonce pour grossesse parce qu'on détenait notre photo d'embryon. C'était autour de Noël, donc il fallait dire c'est pas une annonce de grossesse. Ne nous félicitez pas, ça c'est ce qu'on cherche. Et ça a pris à peu près donc, on avait notre mère porteuse, mais finalement, elle s'est retirée, ce qui était correct. Ça fait partie du parcours dont on m'avait raconté. C'était dévastateur, mais bon, les choses arrivent pour une raison. Et avec l'amie d'une amie d'Ontario, on m'a dit, bon, moi, je veux être mère porteuse. J'ai dit, oh, ben, très bien, waouh, c'est fou. Et donc,
On a fait tous les examens les préparatoires pendant la COVID 2020 à 2022. La COVID a beaucoup freiné les choses. On ne s'est jamais rencontrés, mais on a fait des vidéo chats avec son mari, puis elle voulait simplement le faire pour nous. C'est du travail difficile, beaucoup de questions personnelles qu'il fallait poser avec des avocats. Il a fallu décider. Avant que tout se produise, il a fallu choisir nos euh, parrains, marraines, sans rien d'autre. Bon, il a fallu dire, bon, si telle affaire arrive, qu'est-ce qui va s'occuper de quoi? Il fallait donc tout s'assurer de tout pour les avocats, des questions auxquelles on ne songeait même pas jusqu'à la naissance du bébé. Où est-ce qu'il allait naître? Quand est-ce qu'il arriverait? Quand est-ce qu'on allait donner le bébé? Et donc, ma partie de l'embryon, de mon mari, c'était beaucoup à apprendre dans ces trucs-là. Et donc, on l'a fait venir par avion ici. C'était la chose la plus proche que je pouvais obtenir de grossesse. Ça a été formidable. On s'est collés, on a développé un beau lien. On a fait de l'art ensemble. Mon mari a dû lui donner des injections. On était tous sur un lit. Puis, une fois que le transfert se produit, elle a fait tout ce que moi je voulais faire avec de la nourriture chaude, rien de trop chaud, trop froid. Et je me suis dit, avec le transfert, je disais, est-ce que tu peux juste lever tes pieds en l'air pour 1 heure, juste pour que ça reste là, tu sais? Je sais pas. Puis elle était volontaire pour tout. Donc, hein, avec les pieds en l'air, et 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel de l'infirmière. Et dès qu'elle a appelé, elle a dit, ben, ça n'a pas pris. Et donc, j'ai mis mon mari au téléphone parce que j'ai dit, oh, mon Dieu, voilà, qu'est-ce qui peut arriver de plus? On était dégoûtés après tout ce temps. Et donc, ça y est, on avait jeté la serviette. On a dit, bon, ce parcours, il est terminé pour moi. Donc, lorsque d'autres ont appelé, je savais lorsque l'infirmière a appelé, je savais tout de suite que ça n'allait pas fonctionner. Alors, me voici. Mon histoire, c'est pas le reflet de quiconque autre, de leur histoire. Et donc, il fait quand même avoir de très beaux enfants manuels. Je travaille avec d'autres gens qui ont eu 2 filles, d'autres un enfant. Donc, je pense que je suis une minorité dans ce parcours. Donc, je ne vais pas vous donner une influence négative de quelque façon que ce soit, mais je veux que donc défendre les gens et être là. Donc, mon histoire, je ne veux pas que quiconque pense que ça va arriver comme moi. Désolée, non. Je- Merci d'avoir partagé ça, Suzanne. C'est très difficile. Je veux même pas dire difficile, mais c'est très brave de votre part d'avoir dit ça, d'une femme d'un certain âge qui dit, j'ai partagé de plusieurs expériences post-transplantation. Je pense que c'est important de les écouter parce que j'adore écouter toutes les histoires positives avec des enfants qui naissent avec des grossesses pendant la dialyse et pendant le IRC, mais je pense que c'est important de savoir qu'en dépit des plus grands efforts, parfois ça ne fonctionne pas. Et, et en allant de l'avant, je pense que ça peut toujours arriver. Donc, oui, ça m'avait beaucoup touché. J'espère qu'il y a d'autres personnes qui vous écoutaient et qui ont appris quelque chose. Une chose que j'ai pensé qui était fort intéressante, c'est que vous avez dit ben, on est là, donc 6 ans dans le parcours, puis on vous demande c'est quoi vos plans, et en raison de mon âge à moi, hein, et de la façon, là où je me trouve dans la vie. Moi, je suis deuxième de la famille quand j'ai eu la transplantation, donc on savait quand on devait attendre, et puis tout allait bien jusqu'à 2 à 3 mois, puis on s'est dit, euh, après, donc on voulait commencer tout de suite à essayer, mais on- et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis journaliste et puis j'ai fait une histoire avec Dr. Challenge et puis elle est très en ligne avec Dr. Cunningham, avec des
spécialisation des grossesses, l'IRC et tout. Donc, elle m'a dit, vous savez, vous ne pouvez pas essayer jusqu'à ce que ça fasse 1 an. Puis on l'a dit, bon, on va juste peut-être commencer maintenant. Probablement que ça ne va pas fonctionner. Puis elle a dit non. Et donc, 1 an d'anniversaire, elle l'a inscrit et elle m'a, le jour 365, j'ai eu un rendez-vous avec elle. J'étais déjà inscrite donc au programme. Mais donc, les néphrologues de transplantation, ce à quoi ils doivent songer, c'est qu'il faut que ce soit vraiment très bien communiqué aux patients et à leurs partenaires, ces enfants, parce qu'on ne savait pas. Et moi, j'aurais pu avoir toutes sortes de problèmes de cœur, d'oreille ou autres. Et donc, il fallait apprendre tous les médicaments. Moi, je peux les écrire, mais désolée, je ne sais pas bien les prononcer. Mais donc, c'était pas, on n'y pensait pas. Et lorsqu'on traverse une transplantation et toutes ces choses-là, hein, si les choses ne sont pas bien communiquées, et c'est comme un chapitre spécial dans leur parcours, c'est très facile, je crois, en tout cas, moi, de passer outre et d'apprendre à prendre 12 différents types de médicaments, tout ça. Et puis, on met une ligne que non, je ne vais pas retenir cette information-là. Il faut que ça soit d'être très bien véhiculé. Et je suis peut-être un peu biaisée parce que je suis une femme d'un certain âge, mais Emmanuel, je sais que vous étiez beaucoup plus jeune lorsque vous avez eu votre transplantation et je suis certain que les problèmes de fertilité n'étaient peut-être pas primaient pas avec vous. Vous avez peut-être 21 ans, quelque chose comme ça. Je me suis oui, j'avais 21 ans lorsque j'ai été transplantée. Les journalistes ne sont pas très bons en maths. Donc, voilà. J'essaie de faire un calcul mental rapide. Mais quelles étaient les considérations que vous avez eues, les défis que vous avez rencontrés lorsque vous et votre femme avez décidé, bon, on commence notre famille? Mais c'est une excellente question. Et j'ai entendu votre préambule, mais c'est pas quelque chose que j'envisageais. Je crois que c'est vrai pour plusieurs personnes, pour les 20 ans, 21 ans, ceux qui envisagent une vie familiale dans l'avenir. Je dirais que c'est un peu différent. C'est pas que je disais, bon, j'ai 21 ans, je suis prêt à avoir une famille. Non, pas du tout. Mais les préoccupations autour de est-ce que ça va être possible? Ça a toujours été primordial dans ma tête, juste en raison de ma condition de valve rénale postérieure. Donc, je me disais, donc, est-ce que les types de choses que je pouvais faire, le mécanisme pour pallier avec les situations. Donc, qu'est-ce que les scientifiques nous racontent et d'un âge très précoce, j'étais déjà très proactif en termes de recherche et tout. Et c'est bon ou c'est mauvais, ça, parce que peut vous rassurer ou ça peut vous causer encore plus de doutes. Donc, en termes de considération, il y a des choses qui m'ont bien aidé. C'est qu'il faut être aussi honnête que possible avec ma partenaire, qui est devenue mon épouse, et également mes médecins. J'ai suivi ça, la question avec mes médecins, pas en profondeur comme conversation, mais bon, euh, je suis en insuffisance rénale. Qu'est-ce que ça veut dire pour la planification familiale et qu'est-ce que ça veut dire pour avoir des enfants dans l'avenir? Et donc, c'est à peu près le niveau de conversation que j'ai eu. Puis, il y a d'autres choses que j'ai faites de façon proactive. Donc, j'ai posé des questions, peut-être parce que j'étais plus jeune et peut-être que et je voulais savoir si mon problème de valve causait des problèmes d'infertilité ou pas. Et on m'a dit non, non, ça va bien aller. Et donc, je me souviens, donc, vu quelques néphrologues. Il y en a qui ont pris leur retraite. Et puis, je leur ai parlé à tous. J'ai parlé à mes médecins de médecine familiale. Et donc, j'essaie de trouver les réponses et ça m'a aidé pour essayer de guider euh, ma façon de penser. Et je connais ma femme, mon épouse depuis très longtemps. On a commencé à se fréquenter, on avait 23 ans. Donc, c'était une de ces choses-là. Donc, en dépit de ça, très tôt, je me souviens d'avoir eu cette conversation-là avec elle. Ça faisait à peu près 1 an. Je pense qu'on se fréquentait. C'est pas, normalement, c'est pas quelque chose qui se ferait. Donc, est-ce que vous pensez avoir des bébés? Donc, on me souviens d'avoir eu cette conversation-là avec eux. Donc, c'est une préoccupation que j'avais. Et c'était, tu sais,
j'ai ce diagnostic et je ne sais pas si je pourrais avoir des enfants ou pas. Et c'est pas qu'on on planifiait des enfants du tout à cette époque-là, à l'âge de 25 ans, par exemple. Mais cette communication, de dire voici où j'en suis. Et depuis, bon, on va traiter la chose lorsqu'on y arrivera. On va franchir ce pont-là en arrivant. Et donc, une des choses qui m'ont bien aidée, donc, et d'autres défis que j'ai eus, on vient d'un antécédent hispanophone et avec les collectivités hispaniques, il y a des pressions pour avoir des familles, surtout des familles à un âge très précoce. Euh, euh, on a des enfants très jeunes, donc on approchait de nous des 30 ans et c'est là où ça commence, là. Quand est-ce que vous allez avoir des enfants? Et tout ça, ça vient tout le temps, cette espèce de pression. Et une des choses qui était très difficile, une des choses qu'on a fait en y réfléchissant, on aura peut-être fait différemment, c'est au sujet de notre situation. Donc, ça a devenu évident qu'il faudrait passer en revue des traitements de fertilité pour moi et ma femme de FIV. Et on a gardé tout ça à nous-mêmes. Et c'était bon, c'était mauvais. Il y avait du bon et du mauvais. Et donc, on n'a pas eu ce soutien si essentiel et parfois de juste se partager au niveau de la santé mentale, c'est tellement bénéfique, mais on avait ces pressions de l'extérieur et on essayait de naviguer notre propre situation. Mais oui, donc ce sont certains des défis. Et donc, je vais brièvement ajouter de ne pas savoir si mes enfants pouvaient naître avec le même problème de Val que moi. Donc, c'est pas un problème génétique et donc, c'était pas un automatisme qu'ils allaient en hériter, mais j'avais des préoccupations au sujet donc d'avoir des enfants. Je ne savais pas. Est-ce que est-ce qu'ils vont avoir à traverser ce que moi je traverse, d'être à l'hôpital, de vivre une couple d'années à l'hôpital, d'avoir une transplantation éventuelle. Mais c'est au sujet d'avoir toute, donc ces communications ouvertes, en parler avec le médecin, avec son partenaire, sa partenaire et éventuellement avec sa famille. Moi, j'aurais dû, j'ai des regrets de ne pas l'avoir fait auparavant. Ce que je veux soulever, j'entends des gens qui ont traversé les traitements de fertilité et avec cette pratique pour essayer ou d'avoir leur famille ou essayer d'en avoir. Docteur Cunningham, est-ce que ce sont tous les patients de IRC devraient s'attendre à être obligés d'aller voir un médecin de fertilité et d'avoir de l'aide additionnelle à part un médecin régulier ou néphrologue de transplantation, etc. Oui, c'est quelque chose dont on parle de façon très commune dans nos pratiques et c'est définitivement pas quelque chose auquel on doit s'attendre nécessairement. On a des patients qui, euh, pour avoir des familles, ils réussissent sans aucune aide en fertilité. Mais je dirais que c'est une couche de difficulté additionnelle avec l'IRC parce qu'il peut y avoir des périodes de temps où ce n'est pas médicament faisable ou conseillable de tomber enceinte. Et donc, on peut avoir des épisodes de rejet ou peut-être que les choses ne vont pas très bien sur la dialyse et puis il faut changer. Donc, ça peut prendre certaines années et donc il peut y avoir, ça peut être pendant les années de fertilité où on ne peut pas concevoir parce que ce n'est pas recommandé étant donné les risques au bébé et vous. Et en raison de ce fait-là, souvent, il y a des délais où c'est remis. Et donc, passer les moments de fertilité pour la femme, pour les femmes, c'est souvent 35, 36, 37 ans. Et il y a un déclin plus marqué par la suite. Et parfois, donc, c'est vraiment très pertinent. Donc, on encourage les gens, surtout s'ils sont dans cette catégorie d'âge, ou s'ils sont plus jeunes que ça, moins de 35, et ils essaient depuis un an et qui n'ont pas, sont pas tombés enceintes, c'est avec la supervision médicale. S'ils ne sont pas tombés enceintes, on suggère la fertilité, ou bien si ça, plus de 35 ans, puis ils essaient depuis 6 mois.
oui, plus sans succès. Et donc, il y a des choses qui me font songer plus particulièrement aux défis de fertilité. Donc, ceux qui ont été traités avec, pour le lupus ou d'autres problèmes, ça va réduire la fertilité, surtout s'ils ont reçu des grandes doses. Donc, ce sont certaines considérations à tenir en compte en termes de mes sentiments par rapport à la consultation de médecins en fertilité. Alors, quant au plan, la planification, un plan B, par exemple, si vous êtes à une étape dans votre relation où vous voulez avoir des enfants, puis vous avez 25 ans, puis vous avez un petit IRC, ben c'est très bien. Ça ne s'applique pas à plein de gens, mais si ça s'applique à vous, puis que tout est sur la, la fenêtre, ben donc c'est votre fenêtre de fertilité. Donc, si votre IRC n'est pas très sévère à cette époque-là, ou si c'est une question de finances, ou tout est prêt dans votre famille pour avoir une financièrement, par exemple, pour avoir une famille, ben, ça peut être plus complexe de savoir ça si vous êtes plus âgé, si vous avez une insuffisance rénale, ou vous n'avez pas de partenaire, ou si vous voulez faire ça de façon indépendante. Toutes ces choses-là peuvent être des facteurs de complication. Quel conseil vous donneriez à quiconque, à des gens qui disent, oh, bon, par exemple, je suis à l'étape 4, quel genre de truc rapide vous leur donneriez pour quelqu'un qui cherche à créer, à commencer une famille? Donc, vous avez bien défini ça dans votre présentation. Peut-être faire un petit résumé, si vous voulez. Mais oui, ça peut être un moment difficile. C'est bon, mais c'est également difficile si vous êtes dans par exemple, mon GFR est à 20, peut-être quelque chose autour de ça. C'est bien d'avoir autant de temps pour planifier que possible. On veut que les gens viennent dialoguer avec nous, même s'ils ne sont pas à 100% prêts à commencer, parce que ça nous donne plus d'années ou de mois pour essayer d'optimiser les choses dont je parlais en ce qui a trait avec la pression artérielle, etc. Et si vous arrivez donc avec un GFR 20 dans cette portée-là, on aura une conversation d'à peu près 1 heure à savoir comment procéder, parce que vous avez une grossesse immédiatement. Hein. Il y aura cette grande chance que vous allez aboutir sur la dialyse pendant votre grossesse, peut-être 50%. Ce qui est important, la transition à la dialyse, c'est énorme. Et d'essayer d'imaginer pendant qu'on est enceinte, surtout si c'est la première grossesse, il y a beaucoup d'anxiété, de difficultés qui viennent avec ça. D'essayer de toujours, le dialyse, ça requiert beaucoup. Donc, c'est 36 heures par semaine. C'est vraiment très lourd. Hein. Donc, on discuterait de cette option. Ça a des avantages. Ça permet de commencer une famille tôt, d'éviter des problèmes de fertilité si vous êtes au début de la trentaine. Mais l'autre option pourrait être d'attendre après la greffe. Donc, si vous avez un donneur vivant, vous serez peut-être capable d'y arriver relativement rapidement. Bon, nécessairement avec un GFR de 20, mais peut-être on vous ramènera dans une fourchette de 10 à 15. On pourra faire une greffe et on attendra 1 an après la greffe pour essayer de concevoir. Donc, on parlerait de la taille de la famille, que la personne veut avoir, l'âge de la femme, est-ce qu'on est à la fin de la vingtaine, le début de la trentaine. Attendre la greffe peut être logique, mais si vous êtes à la fin de la trentaine, début de la quarantaine, vous ne pourrez pas nécessairement attendre la greffe et ensuite attendre 1 an, parce que là, vous aurez peut-être des problèmes à concevoir. Donc, il faut essayer d'équilibrer tous ces facteurs, de les prendre en compte et essayer de personnaliser tout cela parce que chaque situation est unique. On essaie de voir quel genre de famille ils veulent, à quel moment de leur vie, quels sont les facteurs financiers, ont-ils un partenaire de vie? Tout cela va influencer la décision qu'on prendra. Une chose dont on discute, c'est considérer l'adoption et c'est différent d'une province à l'autre. Susanna, tu parlais des difficultés en Saskatchewan.
Sauf qu'en Ontario, en Alberta, je crois, c'est assez facile. Moi, je suis ontarienne. Bon, je viens de Toronto. Euh, vous avez passé à travers tout ça, Susanna, mais les gens qui participent à tout cela, euh, si vous n'avez pas d'objection à partager, quels seraient les facteurs financiers qu'ils devraient considérer quand ils envisagent tout cela? Eh bien, oui, quand on pensait à l'adoption, bien sûr, une adoption locale, mais gratuite. Mais l'adoption internationale, vous savez, mes deux cousins ont été adoptés, ils étaient roumains à l'époque. C'était une adoption plus compliquée. J'y ai pensé, on regardait les coûts, je parlais à des familles qui avaient adopté un enfant américain, par exemple. On a parlé au ministère ici. Il n'y avait pas de garantie. On pouvait avoir une mère, par exemple, qui adoptait un enfant, qui pouvait changer d'idée à tout moment. Vous avez pu payer des sommes vous preniez une chance. Et les coûts étaient astronomiques. Je pense qu'une famille qu'on a rencontrée en Saskatchewan avait dépensé plus de 100 000 $. Mais ils ont eu une magnifique petite fille. Donc, on ne peut pas mettre de prix là-dessus, mais c'est choquant quand on parle d'un enfant, hein. Vous savez, c'est difficile de comprendre tout cela, qu'on parle d'un prix pour un enfant. Quand nous sommes allés en fertilité, une clinique de fertilité, nous avons dû décider à combien de cycles on voulait participer. Dr. Cunningham a dit il y a différents traitements, cyclophosphamide. J'ai fait ça à 17 ans lorsque j'ai eu mon diagnostic. J'ai fait 2 cycles complets. J'étais jeune. Ils m'ont demandé s'ils voulaient congeler mes ovules. Mais comme j'étais jeune, ma mère, qui était monoparentale, se souciait davantage de ma santé, mais n'avait pas l'argent pour faire ça. Mais ça ne lui a même pas traversé l'esprit. Euh, et donc, c'est compliqué. Hier soir, je regardais ce qu'on a payé. Et moi, je suis relativement ouverte parce que ça peut aider, mais décidez avec votre partenaire, votre conjoint, décider de ce que vous êtes prêt à faire à l'avance. On a décidé d'essayer une fois en in vitro. Et ce n'est pas une question de faire du gambling, mais souvent on se dit, ah, j'étais sur le point de réussir et on le sait encore. Mais pour moi, la fertilité in vitro, ça a coûté 8 000, la mienne, un cycle. Et ensuite, quand on est allé avec une mère porteuse, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais ça aurait coûté, je ne sais pas combien ça aurait coûté, les 9 mois et après l'accouchement et tout, mais avec la médication, le transfert d'embryon congelé, etc., ça représentait environ 5 000 $, frais d'avocat environ 4 000 $. Et puis, il fallait payer. Le kilométrage et tout ça de la mère porteuse, ça représentait environ 3 000 $ et ce n'était que le début. Donc, on parle de plus de 17 000 $ au total et ça, ce n'était que pour une chance. Oui, donc, c'est assez onéreux. Désolée. Et la famille de mon mari provient d'Ontario et une de mes amies est allée en in vitro et ils ont dit non, on ne paye pas chez vous le premier cycle. Eux, en Ontario, oui, le premier cycle était couvert, mais selon l'endroit où vous vivez, connaissez vos options. Je n'avais qu'une option en Saskatchewan, en Ontario, d'après ce que j'ai compris, la première fertilisation in vitro est couverte, ce genre de choses, mais il faut s'assurer que la relation entre votre équipe de greffe et votre spécialiste en in vitro travaille ensemble. Alors, en Ontario, la première in vitro est couverte, mais les médicaments ne sont pas couverts.
Et d'après ce que j'ai compris, c'est que la plupart des endroits, on ne va pas directement à l'in vitro, on va essayer autre chose avant. Mais encore une fois, c'est couvert, mais on couvre 3 ou 4 000 dollars et vous pouvez vous attendre à 6 000, 10 000 dollars de plus de frais, surtout si vous voulez faire des tests génétiques, ce qui, pour beaucoup de gens qui sont atteint de maladie rénale, c'est quelque chose que les gens veulent considérer, du moins. Mais bon, ce n'est pas obligatoire, mais si mes parents avaient été testés génétiquement, en fait, moi, je ne serais pas ici parce que mon problème rénal est génétique d'une certaine façon. Donc, il y a certaines conceptions erronées quant aux femmes et à différents niveaux d'IRC. Et Dr. Cunningham, vous avez parlé de certains points. Bien sûr, la grossesse est possible, mais ça dépend du stade, ça dépend d'où vous en êtes dans votre parcours rénal. Mais y a-t-il d'autres sortes, d'autres mythes, je devrais dire, euh, qu'on devrait voir? Est-ce que tous les patients d'IRC doivent avoir des césariennes, par exemple? Euh, Est-ce que l'allaitement, vous en avez déjà parlé, mais est-ce que l'allaitement est possible? Y a-t-il d'autres mythes sur lesquels on devrait se pencher? Oui, il y a beaucoup de conceptions erronées. Le premier, c'est qu'on dit aux gens, ou les gens entendent un message à quelque moment donné qu'ils ne peuvent pas tomber enceinte ou qu'ils ne devraient pas tomber enceinte. Donc, nous avons eu des patients dialysés, greffés, qui pensaient ne pas être fertiles ou qui ne comprenaient pas qu'avec une greffe, la fertilité pouvait ne pas revenir dans la première année suite à la greffe. Et on encourage parfois les gens, enfin, les médecins devraient en discuter avec leurs patientes et les patientes devraient euh, militer en leur faveur. Parfois, les néphrologues vont dire, ah, vos chiffres me rendent un peu nerveux, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais ils n'ont pas nécessairement travaillé avec des patientes qui voulaient tomber enceintes. Donc, il faut se faire évaluer ailleurs, un néphrologue qui est plus à l'aise avec la conception, etc. Et souvent, c'est possible. Il faut davantage trouver la fenêtre possible pour une grossesse. Ça n'a pas besoin d'être un accouchement par césarienne. Il y a d'autres techniques. Pour des patients qui n'ont pas été greffés, qui sont en dialyse, il n'y a aucune raison pour laquelle ils auraient besoin d'une césarienne. Pour les patientes ayant été greffées, ça dépend toujours du gynécologue et de différents détails médicaux de votre situation. Et votre équipe de transplantation prendra peut-être la décision. Souvent, il y a une conférence avec un urologue ou un chirurgien qui a fait la greffe pour bien comprendre l'anatomie et être certain que lorsqu'ils insistent pour une césarienne, ils ne tombent pas sur quelque chose d'inattendu. Et, Susanna, Emmanuel voudront peut-être commenter après le docteur Cunningham, mais comment suggéreriez-vous une communication des priorités en tant que planification familiale à vos néphrologues ou à vos gynécologues? Parce que les gens vont dire, je sais que je suis en stade 4, je sais que je suis en dialyse, mais c'est important pour moi et je veux... Est-ce qu'il y a une façon de le faire? Oui, je pense que généralement, je ne sais pas comment tout le monde organise ses rendez-vous médicaux, mais il y a généralement un moment où vous dites aux gens, avez-vous des questions? Est-ce qu'ils peuvent aller en Inde 3 semaines ou est-ce qu'ils peuvent commencer à aller manger dans les restaurants après une greffe ou ce genre de questions diverses? Et je dis souvent, peut-être que ça a l'air un peu tabou.
nous préoccupons de la santé de nos patients parce que nous savons que c'est quelque chose d'important. C'est pas simplement une question de comment la greffe se comporte, mais nous voulons voir si nous sommes capables d'aider les gens à vivre la vie qu'ils veulent vivre, que ce soit leur retour au travail, de faire des voyages, d'avoir une famille. On veut aider nos patientes à revivre la vie qu'ils veulent. Et donc, oui, je pense que c'est aussi simple que cela. Si vous avez une période de questions après avoir discuté de vos résultats de laboratoire, etc., vous pourriez peut-être dire, eh, je voulais vous mentionner, je serais peut-être intéressée à tomber enceinte un jour. Je n'ai pas de conjoint, je suis dans le début de la trentaine, mais je commence à y penser. Est-ce que je devrais faire congeler mes ovules ou ce genre de questions qui sont de bonnes questions à poser. Donc, peut-être, on pourra dire, ben, on va vous donner rendez-vous, on pourra en discuter ou on va vous envoyer en clinique obstétrique où vous pourrez en discuter. Vous aurez le temps de poser toutes ces questions. Et d'ici là, comment, Manuel, vous avez fait avec votre médecin? Bon, moi, c'était, bon, les circonstances ont été un peu différentes. C'était après ma greffe. Mes reins allaient bien à l'époque. Mais pour revenir à ce que le docteur Cunningham disait, je pense que quand vous dites que vous vous souciez de la vie de vos patients, ça, c'est ce qui est important. Et mes néphrologues se souciaient de moi. J'étais plus qu'un numéro. On allait au-delà de mes tests de laboratoire. Très tôt dans ma vie, on me demandait comment ça va à l'université, comment ça va dans la famille, ce genre de choses. Et récemment, bon, c'était plus réconfortant. Je savais qu'ils se souciaient de moi, qu'ils étaient vraiment intéressés à ma vie, plus qu'aux chiffres des résultats. Et nous avons eu des conversations, mais la première fois, j'ai dit, hey, Première, j'ai ma dit, femme vous et savez, moi, on ma femme et pensait moi, avoir on un va enfant, avoir un hein, enfant. Et des puis, enfants. Je sais je que je suis prends des médicamentée, médicaments, différents types bon, différents types d'immunosuppresseurs. de Et puis, médicaments on m'a dit, donc, immunosuppresseurs, etc. Et, j'aurais il faudra peut-être peut-être que besoin de j'arrête discontinuer certaines certains choses. Donc, on médicaments. a Et donc, j'ai commencé eu à ce type discuter de tout de cela comme conversation-là dès ça. le début, Euh, donc, à l'infirmière de transplantation. J'ai eu des des conversations avec cette conversations personne-là avec le que je médecin vois qui depuis avait fait la longtemps. Et greffe. puis, donc, j'ai eu un guide. Et on a On dit m'a dit, non, il n'y a pas de pas de problème, problème, on on va va y aller aller de de l'avant l'avant. avec ça. Et puis, Et je vois mon néphrologue je deux vois le fois par médecin année. Puis à deux chaque fois fois que je le par vois, je lui demande, vous année et il savez, est-ce me qu'on a dit parlé de toujours, ça la oh, dernière fois? parlons Comment est-ce que de les la choses dernière fois. vont-elles? Alors, comment Donc, vont les elle me choses maintenant? donnait Alors, il s'est la mise à tenu jour au sur ce courant de processus. toutes les Donc, choses qui se passaient dans ma euh, vie. Et quand je ça ne sais fait pas si un c'est lui qui a an, soulevé il la m'a chose ou dit, nous, OK, mais ça on fait a un dit, vous an savez, on a qu'on a essayé, puis on essayé et on a n'a pas réussi, puis donc réussi. j'ai Et il soulevé était la chose. très... Il Et lui, voulait il trouver voulait une avoir une solution. Il voulait solution trouver très une solution rapidement. La solution, rapide. c'était donc, Alors, il étant m'a donné dit, étant donné vos ton antécédents, je parcours, recommande que vous je te alliez voir un recommande neurologue. ceci, m'envoyer Et voir ça a un été neurologue. formidable, C'était très bon comme parfait. parcours. Et Donc, j'ai j'ai eu parlé, j'ai des eu quelques évaluations et évaluations on a et progressé au ensuite, on est passé au FIV. stade de l'in Mais à votre vitro, question mais d'origine, d'avoir votre en fait, le néphrologue, néphrologue, les de montrer soignants votre étaient intérêt de façon intéressés, précoce. Je ils pense que voulaient ça va dans voir les deux comment ça sens et il faut être à progressait. l'aise de parler de ces Et moi, je me choses-là. sentais à Je sais l'aise de que parler parfois, de ces surtout chez les hommes, choses-là. ça peut être inconfortable de parler de Euh, ces choses-là, d'avoir cette on avait cette communication-là et d'être du communication côté du avec néphrologue, le de poser ces néphrologue. questions-là, de se souvenir de Vous ces petits savez, trucs poser qu'on les a questions. discutés la dernière fois. Voilà, Et ils prennent soin je de vais leurs m'arrêter patients. là. Bon. Donc, je veux Donc, rappeler à je veux tous, simplement rappeler à ceux tout le qui nous monde, écoutent tous les gens qui et nous participent à ce regardent, si vous avez des webinaire, que questions, si vous avez allez une à la question, allez vous l'inscrire battez les dans le questions-réponses. Vous volet pouvez les mettre là QR de de façon anonyme. Vous ne façon savez pas comment vous anonyme. mettre Si vous ne de savez façon pas comment anonyme. le faire de Ne façon vous inquiétez pas, je ne anonyme, vais pas lire ne votre vous nom, inquiétez pas, je ne mais vais on pas a quelques lire votre questions nom, mais déjà on a ici. Je quelques pense que questions ici celle-ci et je sera pense que pour celle-ci sera Dr. pour le docteur Cunningham. Cunningham. Je vais Alors, je vais appeler appeler cette cette personne-là AA. personne-là
Je n'ai pas de Je n'ai pas de néphrologue et néphrologue, je n'ai je pas n'ai pas de eu de maladie rénale IRC depuis actif que depuis je que je suis suis enfant. jeune. J'étais enfant. Comme De ce que je je comprends, comprends, ma condition, ma néphropathie néphropathie IgA, est est parfois parfois génétique et symptomatique, parfois non. d'autres fois Y pas. Est-ce qu'il a-t-il y une a espèce de une test évaluation génétique que génétique je que je pourrais faire pourrais pour subir évaluer pour le savoir risque si que je peux j'aurais de le passer passer à un ma enfant ou maladie de ou une passer autre d'autres condition que je puisse conditions avoir auto-immunes? auto-immune, Bonne immunitaire? Excellente question. question. Je Il y pense a qu'il y a quelques certaines autres choses trucs à dont on voir. peut De façon parler ici. générale, Généralement, IgA, l'IgA ça n'est n'est pas pas hérédité, donc il n'y a pas de héréditaire. test Donc, il n'y a pas de génétique test pour génétique pour ça. la chose. Parfois, il peut y avoir des facteurs risques génétiques. Certaines personnes, Ça peut être des certaines conditions familles, auto-immunitaires, mais c'est pas bon. comme Mais ce n'est pas la comme la maladie maladie d'Alport. d'Alport, Par exemple, par il y a exemple, où on différents peut sélectionner un gènes qui jeune sont et requis. l'envoyer pour un Mais test. ça ne serait Donc, pas ce vraiment ne serait pas pertinent très dans cette pertinent dans situation. cette Donc, mais situation. si vous savez que vous Mais avez de si la vous néphropathie savez, IgA et si que vous vous avez avez une de protéinurie ou une fonction proteinurie rénale en ou déclin, il insuffisance faudrait rénale, peut-être peut-être parler à votre que vous devriez néphrologue rediscuter avec votre pour en néphrologue et discuter. discuter de ces choses-là. Et généralement parlant, pour des patients qui ont d'autres conditions, le composante de test génétique est là pour les néphrologues et ça ne rentre pas en ligne de compte pour vous-même ou votre diagnostic. Mais je pense également ce qui était, Christina y a fait allusion pour FIV, il y a une façon de tester les embryons pour les mutations-là ou ces différences génétiques-là. Et donc, il faut implanter les embryons qui ne sont pas affectés. Donc, ça serait une autre façon de tester. Donc, encore là, c'est d'ajouter au coût. C'est quelque chose que pour lequel les gens doivent budgéter. Oui, désolé, allez-y. Je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont habitué aux soins de santé gratuits, et donc d'avoir des factures médicales qui vont jusque dans les 10, 20, 30, 50 000 dollars. C'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Oui, parfois, c'est prohibitif en termes de planification. C'est très difficile, à moyen que vous ayez des épargnes extraordinaires. La plupart des gens ne peuvent pas anticiper et traiter avec ces coûts-là comme ça vient. Et donc, d'avoir une idée auparavant, c'est utile et de dire aujourd'hui, dépendant des provinces, c'est pas non commun. Si vous payez de votre poche, que un FIV, ça coûte à peu près 20 000 dollars. Et donc, les médicaments ne sont pas nécessairement couverts. Ça dépend des situations. Et comme on a discuté dans certaines provinces, il y a une ronde qui est financée jusqu'en 2025, mais il peut y avoir d'autres problèmes avec ça. Si, par exemple, ce n'est pas un accès immédiat, c'est pas comme si on peut faire son cycle dans ce mois-là. Il y a une liste d'attente qui est créée. Et si vous ne voulez pas attendre la liste d'attente, vous êtes quand même dans les situations d'effrayer de votre poche. Et donc, l'âge est également un facteur significatif à tenir en compte. Si vous avez 40 ans, d'attendre 2 ans, ça peut faire la différence entre avoir un embryon et pas. Et donc, il y a des choses importantes à tenir en compte. Mais donc, s'il y a ce marque de 100 000 qui euh, peut être discutée, parfois on peut passer par soit les mères porteuses ou bien l'adoption ou même peut-être juste du FIV avec personnellement ou avec un partenaire. Donc, ça peut donc toujours rejoindre ces chiffres-là, effectivement. Une autre question pour vous au sujet de l'aspirine. On pensait que l'aspirine était sur une liste à proscrire de médicaments pour les patients de IRC. Et je suis curieuse à savoir si c'est quelque chose qui pourrait aider à prévenir la préclampsie ou autre. Ouais, bonne question. On est toujours heureux lorsque les gens ont reçu les messages d'éviter les éthanazines et l'ibuprofène et autres. Mais on utilise régulièrement l'aspirine avec à toute étape de l'IRC en petite dose. Donc, en général, c'est 2 aspirines pour bébé ou parfois même juste une qui est de 80 mg. Donc, ça, c'est commencé au début de la grossesse, donc jusqu'à 12 semaines et puis poursuivi jusqu'à 31 semaines. Il n'y a pas de risque, mais c'est le traitement
euh, qui est recommandée pour la préclampsie, la réduction de la préclampsie. Je ne connaissais pas cette maladie de EGM disease, la maladie EGM, anti-GBM, oui. Est-ce, est-ce que c'est votre spécialité? Non, non, non. J'ai fait de la formation en maladie globulaire, mais non, c'est un différent type de GN ou de néphritite globulaire. Donc, avec quelqu'un qui a été diagnostiqué avec cette maladie il y a 6 mois, puis elle a franchi un traitement qui a été correct. Et donc, ils étaient à 50%, puis maintenant à 45%. Finalement, ils n'avaient pas besoin de dialyse. Ils ont eu un enfant, espèrent en avoir un autre. Ils veulent savoir si vous êtes au courant de anti-GBM qui puissent être euh, passé de façon génétique. Donc, ce n'est pas une condition génétique. Donc, il n'y aura pas un risque d'hérédité aux enfants, mais je recommanderais de parler à votre néphrologue si ce n'est pas déjà le cas de les aviser que vous êtes intéressé à voir un autre enfant. Et peut-être qu'ils vont vous guider sur la façon de synchroniser les choses, les médicaments et tout. D'accord? Un autre, je, j'ai eu une transplantation il y a 1 an et demi de foie et de rein. Le sang est stable. J'ai 43 ans. J'ai un enfant. J'aimerais avoir un autre enfant. Quel est le risque de la thérapie d'anti-réjection d'avoir un bébé en santé? Je ne pense pas avoir de tour, mais on n'a pas suffisamment d'informations pour établir un diagnostic, n'est-ce pas? Mais je pense que le message principal qu'on veut livrer, c'est un peu plus compliqué dans un cas comme celui-là. C'est simplement probablement comme une conversation d'1 heure, juste pour répondre à cette question-là sur les risques et avantages. Mais là, une chose que je soulignerais, ça serait pour des traitements de fertilité et des conseils qui pourraient être pertinents dans ce cas-ci. Donc, votre équipe médicale, si vous avez 34 ou bien ils étaient contents de la perspective médicale. Donc, je poursuivrai donc plus vite que plus tard, hein. Mais sinon, c'est un petit peu difficile pour moi d'être plus précise. Ça, c'est une question que moi j'ai. Je ne sais pas de empêcher les questions-réponses, mais Susanna, Emmanuel et Dr. Cunningham, n'importe qui ici, jusqu'à quel point c'est difficile d'essayer de gérer une grossesse à haut risque pendant qu'on est encore en train de naviguer le monde de l'IRC? Quel genre de stress ça met sur votre relation? Je peux commencer, vous pouvez intervenir. C'est difficile de faire cette première décision. Est-ce que je mets en péril? J'ai attendu tellement longtemps pour ma transplantation, 4 ans et demi. Il faut que j'y songe vraiment profondément. Est-ce que je mets en risque mon rein? La prochaine fois que j'aurai besoin d'un rein, est-ce que j'aurai ruiner mes chances? L'équipe médicale de santé va penser que je prends une mauvaise décision. Toutes ces questions-là sont toujours en arrière de votre tête parce que je veux tout bien faire dans mon parcours rénal. J'avais l'impression que dans mon cas, tout a pris tellement de temps. C'était difficile de vivre avec l'insuffisance rénale. C'est difficile. On travaille à temps partiel souvent. Ça fait toujours partie de votre vie. Et donc, une fois que j'ai rencontré mon mari après la transplantation, c'est comme bonjour, je m'appelle Susanna, je suis également récipiendaire de transplantation rénale. Et donc, il fallait que je lui dise tout de suite parce que sinon, ça allait se revenir plus tard. Et donc, bon, lui, il s'est pas sauvé, il est assez gentil, il est resté avec moi, on s'est mariés et maintenant, voici, il y a ça. Donc, j'ai toujours l'impression qu'après chaque montagne qu'on franchit, ou appelez ça comme vous voulez, je suis toujours en train de l'avertir. Et puis après tout ce parcours à essayer d'avoir un enfant, hein, je me disais, ben, elle a quoi maintenant? Est-ce qu'on va se divorcer? À quoi ça ressemble notre avenir? Je ne savais pas à quoi ressemblerait notre avenir. On a travaillé tellement fort pour avoir un enfant dans nos années pour être de mariage. Ça me faisait peur.
tout le monde était marié avec des enfants, puis j'étais la seule, moi, qui n'en avait pas. Donc, je me suis dit, ça ressemble à quoi le mariage sans avoir des enfants? Je me suis toujours envisagé avoir des enfants, donc d'avoir cette conversation avec mon mari. Je pense que je l'ai pointé comme ça souvent parce que j'étais un peu tannante, étant donné que, mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant, à partir de maintenant? C'était ce type de conversations qui sont difficiles à avoir, hein. Et il est quand même là encore, hein. Et il y a lui, moi et et mes chiens. Et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est encore difficile comme processus à comprendre pourquoi moi, je ne veux pas avoir des enfants. Mais ça ne m'empêche pas d'être heureuse. Ça ne m'empêche pas d'être heureuse. Donc, comparé à mes amis. Mais la chose la plus difficile, si quiconque traverse ceci, moi, j'ai eu des amis qui essayaient de me protéger en ne me disant pas qu'elles étaient enceintes. Et puis, à long terme, ça m'a nuit davantage que si elle me l'avait dit. Moi, j'aurais été juste heureuse pour elle. Parce que d'avoir un enfant dans ce monde, c'est une bénédiction. Donc, d'avoir des amis qui ne m'ont pas inclus ou m'ont pas avisé parce qu'ils étaient enceintes, ben ça, c'est la chose la plus difficile, moi, que je franchis, à ne pas avoir des enfants maintenant. Cette conversation pourrait se poursuivre pendant des heures, bien sûr. J'apprécie énormément, Manuel, Susanna, d'avoir partagé vos histoires et Dr. Cunningham, votre expertise et la façon dont vous avez communiqué ça de façon si facile en utilisant le langage du commun des mortels. J'apprécie ça vraiment. Et vous avez rendu la chose beaucoup plus facile à comprendre et plus accessible pour les gens. J'apprécie ça, vous et vous tous. Donc, on va revenir à Sadia, mais encore là, vous allez pouvoir trouver ça sur le site web, le canal YouTube. Vous pouvez revenir trouver certaines des réponses si vous avez manqué quelque chose des présentations. Donc, maintenant, je rends la parole à Sadia. Merci. Merci aux panélistes pour cette session informative et inspirante. La Fondation du Rhin s'engage à fournir des informations et des ressources éducatives sur les reins et les maladies rénales par l'intermédiaire de nos antennes régionales. Nous offrons des conseils et un soutien pour l'accès aux services du système de soins de santé, ainsi qu'un soutien au sein de votre communauté. Nous vous invitons à vous connecter avec nous si vous avez d'autres questions. Parler du prochain groupe de planification familiale sur le soutien par les pairs tous les mois. Le prochain sera le 10 juillet, mercredi de 7 à 8h30 aux heures de l'Est. Et pour cette journée-là, on aura Dr. Michel Longunovich euh, du Centre Ansheim qui va se joindre comme conférencière principale. Et vous allez en apprendre davantage sur ce sujet. Donc, vous serez les bienvenus à vous joindre à nous, vous inscrire au fondationdurhin.ca. Donc, merci à vous, Carrie. Merci, Sadia. Donc, au nom de la Fondation canadienne du Rhin, je vous remercie de vous participer au webinaire. Notre but, c'est de traiter la maladie rénale et en soutien de ça, on voudrait vous inviter tous à participer à un sondage sur l'expérience vécue avec une maladie rénale chronique, main dans la main avec tous les gens qui sont atteints d'insuffisance rénale. Pour faire le sondage, vous pouvez scanner le code QR ou cliquer sur le lien qui est dans le clavardage. C'est complètement anonyme et ça prend à peu près 10 minutes à remplir. Vous pouvez également appeler 1-888-669-9691 et qu'un membre de notre équipe vous aide à le remplir, soit en français et en anglais, au téléphone. Au nom de la Fondation canadienne du Rhin, je vous remercie d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui, Inspiration de donneurs reins vivants, un parcours de dons. Je vous souhaite une excellente journée.